Dénoncer ce mouvement-là, est-ce qu'on peut vraiment le combattre? Est-ce qu'on peut vraiment l'empêcher? Ou est-ce que lorsqu'on a de l'argent, en fait, finalement, on domine le monde? Oui. J'ai envie de dire oui, parce que tu peux faire ce que tu veux, personne ne va jamais rien te dire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast On papote. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Bonjour. pour parler art et société. Comment ça va, Sophie? Eh bien, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Sophie, je suis nouvelle étudiante en histoire et je suis ici pour discuter avec mon amie Camille qui est l'hôte de ce podcast finalement. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de l'appropriation des marqueurs sociaux populaires qui a été repris par les élites bourgeoises au fil de l'histoire. Dans les peintures de l'art grec, on remarque que la femme répond à certains codes. La femme bourgeoise, tu vois, elle a les cheveux longs, elle a le teint pâle. Et je me suis interrogée en fait par rapport à la place de l'individu dans tout ça. Parce qu'on représente une femme selon certains critères qui répondent à des codes sociaux, mais on ne représente pas la femme pour ce qu'elle est et pour qu'elle ressemble à son modèle, tu Oui. vois. Et puis après, en fait, ça va évoluer vers la peinture du Moyen Âge. Et c'est qu'au Moyen Âge, on va essayer de faire des portraits qui ressemblent à leur personne. Ok. Et ça m'a interrogée parce que je me suis dit, mais c'est quoi la place de l'individu? Et pourquoi en fait on cherche à prendre des codes comme ça au point qu'une enfin, la peinture d'une personne, elle passe pas par des traits qui lui sont propres, mais par des caractéristiques sociales. Parce qu'on veut renvoyer une image, parce que peut-être aussi les gens ne vivaient pas aussi longtemps que de nos jours. Ils n'avaient pas une expérience de vie aussi longue. Donc ça fait qu'on voulait finalement imprimer une personne à travers des codes qui sont donc imprégnés sur une peinture. Je me disais que ça pouvait peut-être plus être le fait que sur le statut, il va rester plus longtemps dans le temps. Donc, on peut représenter une personne, c'est vrai, comme elle est maintenant, mais on peut aussi représenter son statut, en fait, ce qu'elle veut dire, un peu comme une allégorie. Ouais. Par exemple, on va pas chercher à représenter la liberté comme concept, mais on va essayer de la représenter à travers le prisme d'une personne. Et je me dis que c'était peut-être un peu cette logique-là qui était avancée dans l'art mécénien et dans l'histoire avant le Moyen-Âge, où on va vraiment avoir cette vision de l'individu, où on va chercher à représenter des caractères qui certes vont vieillir. Oui. Ça, ce sera développé par les peintres modernes. Je sais pas si tu vas Courbet, À peu près. un enterrement à Ornans. Non. C'est en gros une grande peinture, c'est une fresque. Et donc, c'est une scène d'enterrement. Et ce qui marque le spectateur, c'est que les visages sont laids. Parce que ça prendra beaucoup de temps, tu sais, à pas chercher à représenter des visages naturels, mais des visages plus laids et montrer la réalité telle qu'elle est. Ouais. On avait parlé un peu de la nouvelle objectivité tout à l'heure. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a été dans cette logique-là de montrer une personne peut-être plus jeune, à son meilleur avantage, Ouais. pour les portraits en tout cas. Ouais. Les peintures. Volonté d'enjolivement en fait, pour garder une bonne image. Parce que le portrait c'est l'image. Comme garder une bonne photo de soi-même de nos jours, même si on a des galeries qui sont maintenant extensibles. Donc c'est volonté de garder une image enjolivée et presque romancée en fait d'une personne. Ouais, ça peut être une piste, mais pourquoi faire ça? Pourquoi vouloir montrer une image romancée de soi qui n'est pas la réalité? Pourquoi vouloir être dans ce prisme du paraître et pas dans enfin, ce qui est réel, quoi? Ça peut être pour plusieurs raisons, mais l'humain, l'individu en lui-même est très superficiel. On a toujours été, c'est encore repris aujourd'hui. Hein. On a des Instagram qui sont tout propres, tout bien arrangés, travaillés. Mais c'était pareil à l'époque, mais avec leur propre code, donc la peinture Hmm, et ce qui faisait d'un individu qu'il était beau. En fait. ouais. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'ostentatoire, peut-être, de vouloir être dans, Ouais. en fait, de prouver aux personnes, de vouloir montrer que on a de l'argent, donc on a une belle peinture. Par exemple, le bleu outre-mer, c'était un bleu qui était très coûteux et je sais que c'est pour ça qu'on le retrouvait souvent dans les peintures, c'était pour montrer une richesse. Ouais. Je pense que c'est un peu ce prolongement-là qu'on a essayé de faire entre la peinture au fil des siècles et ce qui en est maintenant dans la société. Moi, je pense oui, puisque l'individu, l'être humain, a toujours été très narcissique, très imbu de sa personne, et il a voulu toujours paraître aux yeux des autres
comme étant parfait, riche Mm. et qui correspondaient en fait à des codes sociaux. On a Ouais. toujours cette volonté de rentrer dans une case et d'imiter l'autre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux codes sociaux, au fait de vouloir paraître riche. Ouais. On avait entretenu cette discussion un petit peu tout à l'heure et tu m'expliquais par exemple par rapport aux femmes et aux perruques au Moyen Âge. Oui. Donc à l'époque, les bourgeois reprenaient déjà les codes des plus pauvres, des classes plus populaires en fait. Donc là, c'est l'exemple qu'on donne, c'est euh, le fait que le cheveu brun était propre à la femme noble, une femme plus riche, plus mondaine. Et le blanc, lui, était attribué à la fille de joie. Donc en fait, il y avait ce truc où on forçait la femme, la fille de joie finalement, à se décolorer les cheveux afin qu'elle ne ressemble pas à la femme noble et qu'on Mm. puisse la reconnaître parmi une femme plus riche. Ouais, Parmi des femmes plus riches, ouais. je me permets cette parenthèse, mais on a toujours ça aujourd'hui. Enfin, par rapport à l'image qu'on a des blondes, on dit souvent, ah, les blondes, c'est là, ou même dans le film Pretty Woman, ouais, elles sont obligées de porter une perruque blonde pour pas assumer sa nature de cheveux. Oui, Je pense parce que... que ça a été toujours... Les cheveux ont toujours donné une image de la femme au travers du temps qui n'a pas toujours été la même, mais la femme brune, par exemple, a toujours été cette femme mystérieuse, plus rangée, plus sage. Non, pas forcément plus rangée, je reprends mon idée, mais une femme plus mystérieuse, plus séductrice, tandis que la femme blonde était plus angélique, plus sage, plus rangée. Et donc c'était des femmes qui étaient totalement opposées. Mais avant ça, donc on avait cette femme noble qui reprenait, qui commençait en fait après à se teindre les cheveux en blanc, à s'acheter plutôt des perruques blondes. Et ça, c'est devenu un marqueur de richesse. Là où, à l'origine, c'est un marqueur Plutôt populaire. plutôt populaire, d'une fille de joie qui aurait besoin, donc, qui se prostituerait pour gagner sa vie finalement, d'une certaine manière. C'est bon. Enfin, on pourrait se dire, c'est quoi le problème de se réapproprier les codes des classes populaires lorsqu'on est bourgeois? Parce qu'on peut se dire, c'est peut-être une démarche constructive pour équilibrer la société, pour qu'il y ait moins de séparation entre deux mondes. Eh bien, j'irais dire plutôt que c'est une forme de violence sociale, une violence Mhm. systémique en fait. Et je vais développer là-dessus parce que on pourrait se demander pourquoi est-ce que je sors ça un petit peu de nulle part. Oui, d'où? Et parce que c'est donc ces codes qui sont repris des classes populaires par les classes bourgeoises vont devenir chers, ils vont devenir rares. Ça va être dur de s'approprier ça en fait. Ça va être un petit peu, il va y avoir un petit peu une gentrification de Mm. ces codes-là, de ces symboles, et en fait le fait de les rendre inaccessibles par les classes qui l'ont créé, qui l'ont popularisé en fait, c'est une forme de violence. De dire, Mm. on peut vous prendre ce qu'on veut et vous le rendre inaccessible parce que c'est notre pouvoir en tant que classe supérieure, classe dominante et en tant qu'élite bourgeoise. Oui, un petit peu comme un jeu de pouvoir où on va essayer de montrer que même si un peuple détient quelque chose, une identité, en fait, On peut lui euh, reprendre à tout moment. oui, comme en fait, oui, une arme de guerre, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Je me permets de faire un parallèle peut-être avec les arts, donc. Je pense au mouvement du graffiti, au mouvement du street art, où ces artistes-là, par exemple Basquiat, qui se fait aujourd'hui adjuger à plusieurs dizaines de millions d'euros, ou encore Banksy, dont on avait parlé tout à l'heure, qui deviennent des artistes bourgeois, alors que leur démarche au départ est de dénoncer les inégalités sociales, cet oppressement en fait politique. Et je pense notamment à Banksy, qui avait fait détruire son œuvre euh, il y a quelques années de ça et qui, il me semble, avait été revendue pour près de 21 millions d'euros. Donc, elle a eu une poussée en fait aux enchères. Ouais. Elle a été récompensée en fait pour être détruite, alors que le geste de Banksy au départ était de dénoncer ce côté ostentatoire et cette appropriation bourgeoise dans l'art de mouvements plutôt en désaccord en fait avec ce système-là. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui rendrait en fait les graffitis de Banksy plus légitimes que d'autres à être conservés dans la rue et ne pas être nettoyés
qu'est-ce qui rend cette petite fille avec son ballon plus importante que le petit bonhomme bâton qu'on va dessiner à côté, qu'on va Hmm. lui effacer, alors que l'œuvre de Banksy, on va la protéger derrière une plaque de verre. Qu'est-ce qui rend son art plus légitime qu'un autre? C'est cette gentrification-là qui fait plus sens en fait à force et qui est dénuée, qui est vide de sens et Et qui commence on à ne comprend fatiguer pas. les populations Oui. aussi. Enfin, ce que tu me dis, moi, ça me fait un peu penser à Marcel Duchamp, qui est un peu le pionnier de l'art contemporain et qui en fait va chercher à dénoncer ce côté ostentatoire de l'art où on va chercher à glorifier une œuvre presque au point de la sacraliser sans en connaître les fondements, les intérêts, juste parce que c'est une œuvre d'art et parce que ça rend bien en fait de s'intéresser à l'art, c'est quelque chose d'assez bourgeois, d'intellectuel, c'est pas tout le monde qui avait accès à l'éducation et donc Duchamp il va essayer de renverser un petit peu, enfin, je pense à sa reprise de la Joconde intitulée Elle a chaud au cul pour Look, pour justement dénoncer ce côté ostentatoire du on regarde mais on regarde pas vraiment, on s'intéresse pour qu'on nous voit nous intéresser à l'art et on Et je peux. perd. Ouais, je pense qu'on peut. Pardon. Non, je Je t'en pense qu'on prie. peut de nouveau faire un parallèle avec Banksy de ce côté-là, parce que ça rend en fait cette espèce de militantisme en fait qu'il transmet à travers son art, il ne faut pas tuer les enfants, etc. C'est un militantisme qui est pas silencieux, mais qui est inoffensif. Donc c'est un militantisme qu'on accepte dans notre société parce que c'est des messages qui sont soit logiques, il ne faut pas tuer les enfants, il ne faut pas tuer les gens. Waouh, merci Banksy. Mais on l'accepte parce que c'est juste une peinture, il n'y a pas quelqu'un qui va le revendiquer derrière, qui va en faire un mouvement politique et qui va en fait rendre ça beaucoup plus gros pour faire un message beaucoup plus grand dans la société. Et donc en fait c'est juste, waouh, il parle, mais à la fois il se tait. C'est assez Oui, paradoxal. je crois que c'est un point de dissonance entre nous. Parce que moi, je trouve qu'au contraire, en fait, le fait de s'exprimer par l'art, enfin, Banksy, c'est quelqu'un qui a une assez grande notoriété, il est assez écouté. Et le fait de mettre en lumière, en fait, par sa peinture des événements, ça va pouvoir faire que le monde va s'y intéresser. Enfin, tu sais, c'est souvent comme les médias nous parlent beaucoup de la guerre d'Ukraine, mais on ne nous parle pas des autres conflits dans le monde. On reste dans une logique assez européano-centrée. Le fait que des artistes connus nous amènent à voir ce qu'on ne veut pas regarder, puisque c'est aussi un des buts plus politiques de l'art, c'est de nous ouvrir les yeux par rapport à des événements, etc. Et du coup, le fait qu'il y ait ce côté un petit peu Ouais. plus ostentatoire de l'artiste, en plus, là on parle de Banksy, on ne parle pas de n'importe qui, ça peut donner à avoir un peu cet effet-là de mettre des événements en lumière Oui. pour qu'il y ait des actions qui se déroulent derrière et pour mettre en fait oui, la lumière sur un événement qu'on... Moi je suis assez d'accord. Mais justement, ce que j'essaie de développer, c'est il le montre. Il montre ces événements qui sont tragiques, qui sont terribles et qu'il faut visibiliser et qu'il faut populariser d'une certaine manière. Il faut mettre les Mhm. gens au courant en fait. Sensibiliser, c'est le rôle de l'art aussi. Mais il le fait d'une façon tellement silencieuse qu'on peut se poser la question, on peut se questionner, est-ce qu'il n'a pas été choisi d'une certaine manière par une élite Mm. pour calmer les populations? Ouais, Voilà, on montre, on accepte que ce soit montré, on le popularise même. Il est très populaire, hein, cet artiste. Mais ça s'arrête là. Parce qu'il ne fait rien, il ne revendique pas. C'est une figure anonyme, même si le fait que ce soit une figure anonyme, ça laisse parler son art à sa place. Mais bon, on peut quand même aussi prendre un autre point de vue sur c'est peut-être un ça. protestantisme plus doux et moins violent qui essaye de faire, enfin, une manière de revendiquer les choses, des événements, mais sans passer par la violence, les coups, etc. Ça peut être une idée, parce qu'en soi, quand on fait une manifestation, on montre qu'on n'est pas d'accord, on va dans la rue revendiquer nos droits, mais de la même façon, on ne va pas aller choper le président, les députés, etc., pour leur faire violence, tu vois. C'est aussi une manière plus calme, même si on le fait avec la voix et avec le corps. Mhm. C'est peut-être aussi, enfin, tu vois, donc ce qui le fait Ouais. par l'art, il n'y a pas d'action directe, il n'y a pas de violence directe, mais c'est une revendication politique qui ne reste pas moins forte.
Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, je vois ce que tu veux dire, je vois. Mais il Et y a c'est une peut-être autre pour ça, opinion qui ouais. peut s'ouvrir aussi, et il y a un autre chemin qui peut s'ouvrir, mais là on va peut-être partir sur d'autres sujets. C'est, peut-on vraiment répondre à la violence sans violence? Hmm. Après, moi, je défends plutôt une thèse comme quoi la violence ne résout pas les problèmes. C'est quelque chose qui enclave plus en fait, le problème où il est. En fait, quand on va user de la violence, on va pas se faire écouter, en fait, on va juste faire peur. Et puis la personne, soit elle se plie par crainte, mais dans ce cas-là, c'est parce que bah, on a ce rapport d'autorité là, mais on trouvera toujours plus fort que nous. Donc si tout fonctionne par la violence, il n'y a plus d'équilibre sociétaux. Mais on peut aussi se dire qu'on passe par des voies diplomatiques, des fois lentes. On peut éduquer les populations, par exemple, avec enfin, une population qui est éduquée, ce sera plus simple de faire évoluer la société qu'avec une population qui s'abuse. Donc moi, je suis pas Je, du tout pour la violence, je suis mais d'accord avec ce truc d'éducation, mais qui nous éduque, ce sont les élites. hmm, Et qui nous soumet finalement, nous domine, ce sont les élites aussi. Donc, c'est c'est comment un petit peu revendiquer nos droits en paradoxal, fait. et dans un système qui est aussi violent, je ne comprends pas qu'on puisse s'attendre à ce que personne ne réponde jamais avec de la violence. C'est une réponse qui est légitime. Hmm, Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est un autre sujet qui est pour oui, un autre jour, je pense. Mais c'est une réponse qui est tout à fait légitime. pas te couper. T'es en train de t'étouffer, ma pauvre. J'étais en train de m'étouffer. Non, en vrai, je comprends là où tu veux en venir. Et le fait qu'il passe par des revendications qui sont plus de l'ordre du soft power, pour reprendre la définition de Joséphine. Mais en fait, je comprends qu'on puisse avoir cette vision-là. Après, c'est pareil, c'est un point de vue qui est assez polémique en fait. On peut le contredire, on peut être d'accord. Il y a des points dans les deux camps. Il y a des points de dissonance qui interfèrent aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se tenir. Ouais. Peut-être pour en revenir au sujet, sur les marqueurs sociaux populaires, on pourrait faire un autre parallèle que celui de l'art, un parallèle plus actuel. Je pense à un documentaire que j'avais vu, documentaire par rapport à Joule. On avait abordé les chaussettes aussi et qui avait pas mal émergé de Lidl. C'est des codes, on va dire, qui proviennent en fait d'une classe populaire, mais qui a été reprise également par des classes davantage bourgeoises. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela encore de nos jours, alors qu'on s'est battu contre la hiérarchie des classes, on s'est battu pour effacer tout ça, et qu'en fait on retrouve des cultures qui sont propres à des milieux et que les bourgeois tentent encore de s'approprier, quoi. Parce que les classes sociales existent toujours et qu'ils veulent revendiquer, je pense, par cette forme de violence. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, une forme de violence systémique, le fait qu'ils soient des classes dominantes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, classes plus moyennes, voire populaires, Mm. ouvrières. Et comment on peut lutter contre ça, puisque si chaque classe, enfin, c'est même le cas de l'appropriation culturelle en soi, si on veut élargir au-delà des classes sociales, le cas de Kim Kardashian qui avait repris, ou Kylie Jenner qui avait repris Tresse. les tresses, et ça avait fait pas mal parler. Mais en fait, à part dénoncer ce mouvement-là, est-ce qu'on peut vraiment le combattre? Est-ce qu'on peut vraiment l'empêcher? Ou est-ce que lorsqu'on a de l'argent, en fait, finalement, on domine le monde? Oui. J'ai envie de dire oui, parce que tu peux faire ce que tu veux, personne ne va jamais rien te dire. Tu vas atteindre une classe sociale qui va te légitimer tout ça, en fait. Il n'y a rien Mm. qui te pousse à ne pas le faire. Ouais, la morale Rien ne pousse à peut-être. ne pas le faire. Quand la morale elle est propre à chaque individu. C'est voilà, c'est très subjectif. C'est pas quelque chose qu'on peut imprégner. Enfin, on peut déteindre. On peut pas. Attends. On peut pas enlever ça, quoi. C'est ça que tu essaies de nous... On peut pas l'enlever. On peut pas forcer quelqu'un à avoir une nouvelle morale. En fait, on peut passer par l'éducation, mais encore une fois, je pense que c'est des choses qu'il faut apprendre très jeune Mm. et avec lesquelles il faut se développer, il faut s'intéresser, etc. Ce qui n'est pas le Ouais, cas de c'est tout le dur monde. de changer les mentalités aussi, puisque elles perdurent un petit peu au fil de l'histoire. Enfin,
Notre inconscient, il est forgé par des idées anciennes qu'on n'a pas forcément voulu, mais qui nous ont été jetées un peu de force, quoi. Avec, je crois que c'est, tu t'y connaîtras peut-être mieux en SES que moi, Oui, la, c'était il y a longtemps, mais la première sociabilisation, je crois, et la deuxième, la ça, socialisation et la deuxième. la deuxième avec le cadre plus public, Oui, c'est ça. La qui, première elle est dans le cadre familial, la deuxième est dans un cadre plus social, à l'école. Et ça, on peut pas le contrôler en fait. Tout ce que nos proches ont entendu à l'école, ça peut forger des mentalités qui peuvent être contraires un petit peu à celles. Au cadre dans lequel on a grandi. Hmm. Ouais. Bon, c'était très intéressant. Je te propose d'arrêter là si tu le désires. Allez, C'était une réflexion vraiment enrichissante. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à débattre avec nous en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain papote ouais. avec peut-être Sophie. C'est avec plaisir. C'était un plaisir pour Voilà. moi aussi. Merci beaucoup Merci à toi. et à une prochaine fois. Allez, ça marche.